La coupe de champagne a glissé des mains de ma belle-fille au moment même où elle s'effondrait sur le sol. La mère de Chloé, Hélène, était prise de convulsions sur le sol en marbre de ma cuisine, de l'écume se formant au coin de sa bouche. Et tout ce que je pouvais penser était « Tiens, ce n'était pas censé lui arriver à elle. » Avant de vous raconter comment j'en suis arrivée là, laissez-moi clarifier quelque chose. J'ai passé 70 ans sur cette terre et je n'ai pas survécu à un monde des affaires impitoyable en étant stupide. Quand quelqu'un essaie de vous empoisonner à votre propre fête de départ à la retraite, vous le remarquez. Surtout quand cette personne convoitait mon compte en banque comme une affamée devant un festin. 2 heures plus tôt, ma cuisine était remplie de rires et de célébrations. Je venais de vendre mon cabinet de conseil pour 23 millions d'euros. Pas mal pour une entreprise que j'avais bâtie de rien après la mort de mon mari, il y a 15 ans. Mathieu, mon fils, avait insisté pour organiser cette fête. « Maman, tu mérites de fêter ça », avait-il dit, ses sincères yeux bruns faisant des heures supplémentaires. « Laisse Chloé s'occuper de tout. Toi, détends-toi et profite. » J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Chloé s'est portée volontaire pour jouer les hôtesses. La femme qui se plaignait habituellement de devoir remplir le lave-vaisselle était soudainement devenue une fée du logis, arrangeant les fleurs et polissant le cristal comme si sa vie en dépendait. Ce qui, en fin de compte, était probablement le cas. La fête était charmante, je dois le lui accorder. Une trentaine de personnes de ma vie professionnelle, quelques voisins et la famille. Chloé avait même engagé un barman. « Rien n'est trop beau pour toi, Eliane », avait-elle roucoulé, me serrant le bras avec ses ongles parfaitement manucurés qui coûtaient plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Je bavardais avec mon ancien associé quand je l'ai vu. Chloé, debout près de la table de champagne, jetant des regards nerveux autour d'elle avant de sortir une petite fiole de son sac à main. Mon sang se glaça tandis que je la regardais vider le contenu dans une coupe spécifique. Celle avec la minuscule ébréchure sur le bord que j'utilisais toujours lors des fêtes. Maintenant, une personne censée aurait crié, aurait appelé la police, l'aurait confrontée sur le champ. Mais j'ai appris que parfois, la meilleure façon d'attraper un serpent est de le laisser croire qu'il a acculé une souris. Alors j'ai souri, acquiescé à ce que mon associé disait sur les tendances du marché, et j'ai continué à observer. Chloé prit la coupe de champagne empoisonnée et commença à marcher vers moi, son visage un masque de sollicitude filiale. « Eliane, tu as l'air fatiguée », dit-elle en me tendant la coupe. « Tiens, prends un peu de champagne. Tu l'as bien mérité. » Je pris la coupe, la remerciai chaleureusement et attendis. Environ 10 minutes plus tard, alors qu'elle était occupée à montrer son nouveau bracelet de tennis au voisin, j'ai discrètement échangé ma coupe avec celle de sa mère, Hélène, qui se tenait à proximité, l'air un peu perdu sans boisson. Hélène avait toujours été un peu tête en l'air. Pauvre femme. Elle attrapa la coupe la plus proche sans réfléchir, celle que je venais de poser à côté de son sac. 5 minutes plus tard, elle complimentait la saveur intéressante du champagne et demandait si je l'avais commandé d'un endroit spécial. Le reste, comme on dit, s'est passé assez vite. Je me suis agenouillée à côté d'Hélène pendant que Chloé hurlait pour que quelqu'un appelle le SAMU. Sa performance de dévastation choquée était presque convaincante. Presque. Le problème avec le fait d'être un meurtrier, c'est que la panique authentique et la fausse panique sont très différentes quand on sait quoi observer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda mon fils, Mathieu, se frayant un chemin à travers la petite foule qui s'était formée. Son visage était pâle, mais j'ai décelé autre chose dans son expression. Un regard rapide vers Chloé qui a duré une fraction de seconde de trop. « Je ne sais pas », sanglota Chloé, s'agrippant à mon bras. Elle s'est juste effondrée. Une minute elle allait bien, et la suivante. Elle désigna impuissante sa mère, qui était maintenant inconsciente mais respirait encore. Dieu merci. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Alors qu'ils s'occupaient d'Hélène, la chargeant sur un brancard, je me suis surprise à étudier le visage de mon fils. 32 ans de maternité m'avaient appris à lire ses humeurs comme des bulletins météo. En ce moment, il ressemblait à un homme regardant ses plans soigneusement élaborés s'effondrer en temps réel. « Quel hôpital ?» ai-je demandé au chef des ambulanciers. « L'hôpital américain de Paris, à Neuilly. »« Vous êtes de la famille ?»« Une amie proche, » dis-je, jetant un regard significatif à Chloé, qui était trop occupée à hyperventiler pour le remarquer. « Je suivrai dans ma voiture. » Mathieu s'avança rapidement. « Maman, tu n'as pas besoin de faire ça. On s'occupera de tout. »
Tu devrais rester ici. Nettoyer après la fête. Quelle prévenance! Garder la cible à la maison pendant qu'ils cherchaient à comprendre ce qui n'avait pas fonctionné dans leur petit plan. N'importe quoi, dis-je fermement. Hélène est pratiquement de la famille. Je viens. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés avant que quiconque ne puisse protester. À l'hôpital, je me suis assurée de rester assez proche pour surprendre les conversations du personnel médical. L'état d'Hélène était répertorié comme un empoisonnement aigu, cause inconnue. Le médecin a mentionné quelque chose à propos d'alcaloïdes végétaux à l'infirmière, assez spécifique pour me faire penser que quelqu'un avait fait ses devoirs sur les toxines intraçables. Chloé arpentait la salle d'attente, ses talons de créateur claquant contre le lino comme un métronome, égrenant son anxiété. Mathieu était assis, rigide, sur une chaise en plastique, son téléphone vibrant constamment de textos auxquels il semblait réticent à répondre. « C'est tout simplement terrible », dit Chloé pour la 5e fois. « Pauvre maman. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. » Je lui tapotai l'épaule avec sympathie. « Ces choses sont souvent mystérieuses, ma chère. Je suis sûre que les médecins trouveront. » Puis j'ai ajouté, presque nonchalamment, « Tu sais, c'est une chance qu'elle n'ait pas bu beaucoup de ce champagne. » Elle n'a pris que quelques gorgées avant de s'effondrer. Le pas de Chloé vacilla de manière presque imperceptible. « Le champagne ? Tu penses que le champagne a causé ça ? Oh, je suis sûre que ce n'est rien. » dis-je avec un geste dédaigneux. Juste l'esprit d'une vieille femme qui cherche des schémas là où il n'y en a pas. Mais le visage de Chloé était devenu un ton plus pâle, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son café. Mathieu observait notre conversation avec l'intensité d'un faucon étudiant des mulots. 3 heures plus tard, un médecin est sorti pour nous dire qu'Hélène était stable, mais qu'elle devrait rester en observation pour la nuit. Les tests n'ont pas été concluants, dit-il, mais ce qu'elle a ingéré est en train de s'éliminer lentement de son système. « Oh, pouvons-nous la voir ?» demanda Chloé. « La famille seulement, et elle est sous sédatif. Il vaut mieux revenir demain. » Alors que nous quittions l'hôpital, Mathieu m'a raccompagné à ma voiture. « Maman, peut-être que tu devrais rester avec nous ce soir. Après ce qui s'est passé, je me sentirais mieux si tu n'étais pas seule. » Quelle délicatesse! Surtout que la petite urgence médicale d'Hélène les avait probablement laissés se demander si je soupçonnais quelque chose. La réponse était oui. Absolument. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir tout de suite. C'est gentil de ta part, mon chéri. Mais ça ira. J'ai ce nouveau système de sécurité, tu te souviens? Je l'ai embrassé sur la joue et suis montée dans ma voiture, observant dans mon rétroviseur Mathieu et Chloé avoir ce qui ressemblait à une conversation urgente et chuchotée sur le parking. De retour à la maison, je me suis versé un vrai verre de champagne, d'une bouteille fraîche, naturellement, et me suis installée dans mon bureau. Il était temps de comprendre exactement ce que ma famille aimante avait prévu pour moi, et plus important encore, ce que j'allais faire à ce sujet. J'ai passé la nuit à faire quelque chose que j'étais devenue assez douée à faire en 45 ans de carrière, des recherches. Pas le genre de recherche que l'on fait avec des ordinateurs et des bases de données. Le genre que l'on fait avec une mémoire claire et un esprit suspicieux. L'empoisonnement d'Hélène n'était pas aléatoire, et ce n'était certainement pas un accident. Quelqu'un avait prévu de me tuer à ma propre fête, espérant probablement faire passer cela pour une crise cardiaque ou un AVC. À 70 ans, ces choses arrivent. Personne ne remet en question le cœur d'une femme d'affaires à succès qui lâche sous le stress de la vente de l'œuvre de sa vie. Mais pourquoi? C'était la question à 23 millions d'euros, n'est-ce pas? J'ai fait du café à 5 heures du matin et me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes, notant tout ce que je savais sur la situation financière de Mathieu et Chloé. Ce n'était pas joli à voir. Le cabinet d'architecture de Mathieu était en difficulté depuis la crise, et la boutique de bijoux de Chloé était plus un passe-temps qu'un centre de profit. Ils vivaient bien, trop bien pour leurs revenus réels. Leur prêt pour cette maison ridicule à Neuilly-sur-Seine était 3 fois supérieur à ce qu'ils pouvaient raisonnablement se permettre. La BMW et la Mercedes dans leur allée n'étaient pas payées. Les habitudes de shopping de Chloé à elle seule pourraient financer le budget de l'éducation d'un petit pays. Je les avais aidés, bien sûr. Quelle mère ne le ferait pas? Quelques milliers d'euros par-ci par-là quand Mathieu mentionnait qu'ils étaient un peu justes certains mois. La compte pour la maison quand Chloé pleurait en disant qu'elle voulait fonder une famille dans le bon quartier. Les frais de scolarité de l'école privée pour Emma quand ils insistaient sur le fait que les écoles publiques n'étaient pas assez bien.
En regardant mes relevés de chèques, je leur avais donné près de 200 000 € au cours des 5 dernières années. Des cadeaux, je les avais appelés. Des investissements dans leur bonheur, jamais des prêts. Cela aurait été de mauvais goût. Mais maintenant, je me demandais s'ils n'avaient pas vu ces cadeaux différemment. Moins comme une générosité maternelle et plus comme des avances sur un héritage qu'ils étaient impatients de percevoir. Le téléphone a sonné à 7h30. C'était Chloé, qui appelait pour prendre de mes nouvelles. « Eliane ? Je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à toi, dit-elle, la voix lourde d'inquiétude. Après ce qui est arrivé à maman, je m'inquiète juste qu'il y ait eu un problème avec la nourriture ou les boissons. Tu ne t'es pas sentie malade du tout, n'est-ce pas ? Quelle délicatesse de sa part de vérifier si son poison avait atteint sa cible. Pas du tout, ma chère. Je me sens très bien. As-tu eu des nouvelles d'Hélène ? Les médecins disent qu'elle devrait pouvoir rentrer chez elle aujourd'hui. Ils pensent qu'elle a peut-être mangé quelque chose qui ne lui a pas convenu avant la fête. Tu sais comment elle est avec ses médicaments. Elle a probablement pris quelque chose l'estomac vide. Pas, hein ? Hélène Peterson était beaucoup de choses, mais négligente avec ses médicaments n'en faisait pas partie. Cette femme organisait ses pilules comme une opération militaire, avec des boîtes étiquetées et des rappels sur smartphone. Quel soulagement, dis-je. J'avais peur que ce soit quelque chose à la fête. Ça aurait été terrible. Oh, non. Certainement pas, dit Chloé rapidement. Les médecins ont été très clairs, ce n'était pas une intoxication alimentaire. Juste une de ces choses. Oh dear. Intéressant de voir à quelle vitesse elle voulait clore toute enquête sur ce qui s'était passé chez moi. Presque comme si elle craignait que quelqu'un ne fasse tester le champagne restant. Après avoir accroché, je suis allée dans ma cuisine et j'ai regardé la bouteille que Chloé avait ouverte pour la fête. Toujours aux 3/4 pleine, posée innocemment sur mon comptoir. Je me suis demandé ce qui se passerait si je la faisais analyser par un laboratoire. Non pas que j'ai besoin de preuves pour moi-même. Je savais ce que j'avais vu. Mais des preuves pourraient être utiles plus tard. On a sonné à ma porte à 9h. Mathieu se tenait sur mon perron, tenant une boîte de viennoiserie de ma pâtisserie préférée, ayant tout l'air du fils inquiet. « J'ai pensé que tu voudrais être un petit déjeuner, dit-il en m'embrassant sur la joue. Tu n'as probablement pas beaucoup mangé hier après tout ce qui s'est passé. Cancer ? Je l'ai fait entrer et j'ai préparé du café frais pendant qu'il disposait les croissants et les pains au chocolat sur une assiette. En le regardant se déplacer dans ma cuisine, ouvrant les placards qu'il connaissait depuis l'enfance, cherchant le sucre sans demander où il était, j'ai ressenti une étrange tristesse. C'était toujours mon petit garçon, celui qui m'apportait des pissenlits et exposait fièrement ses dessins d'école primaire sur mon réfrigérateur. Quand ce garçon était-il devenu un homme qui restait les bras croisés pendant que sa femme essayait d'assassiner sa mère ? « Comment tu te sens, maman ?» demanda-t-il en s'asseyant en face de moi à la table du petit déjeuner. « Oh, tu me connais. Il en faut plus qu'un peu d'excitation pour secouer ses vieux os. » Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. C'est bien ce que je craignais. Une chose étrange à dire. J'ai siroté mon café et attendu. Le fait est, continua Mathieu en tripotant un pain au raisin, Chloé et moi avons parlé de ta situation. Ma situation ? Tu as 70 ans, maman. Tu vis seule dans cette grande maison, avec tout cet argent de la vente, il fit un geste vague. Ça semble juste beaucoup à gérer pour une seule personne. La voilà. La préparation pour leur prochain plan. J'apprécie votre sollicitude, mon chéri, dis-je en gardant une voix légère. Mais je me suis plutôt bien débrouillée jusqu'à présent. Mathieu se pencha en avant, son expression sérieuse. Vraiment ? Je veux dire, l'accident d'Hélène hier, et si ça avait été toi ? Et si tu t'étais effondré et que personne ne t'avait trouvé pendant des heures ? L'audace était à couper le souffle. Il utilisait leur tentative de meurtre ratée comme argument pour me convaincre que j'avais besoin de leur protection. Mathieu, Hélène s'est effondrée à une fête avec 30 témoins et les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Je n'appellerais pas vraiment ça une mise en garde sur le fait de vivre seul. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste que je lui connaissais depuis son adolescence, quand il était sur le point de demander quelque chose qu'il savait que je refuserais. Écoute. Chloé et moi avons fait des recherches. Il y a de très belles résidences pour seniors actifs, des endroits où tu aurais des gens autour de toi, des activités, du personnel médical sur place. Ah,
Le discours sur la maison de retraite. Comme c'est pratique qu'ils aient déjà fait des recherches pour moi. Quelle prévenance, dis-je. Et je suppose que vous avez quelque chose de spécifique en tête. En fait, oui. Il sortit son téléphone et me montra un site web élégant. Les Terrasses Dorées. C'est à seulement 20 minutes de chez nous, donc on pourrait te rendre visite tout le temps. Ils ont un parcours de golf, un spa, des activités culturelles. C'est plus un complexe hôtelier qu'une maison de retraite. J'ai étudié les photos de personnes âgées souriantes jouant au bridge et faisant de l'aquagym. Tout le monde avait l'air si paisible et content, probablement parce qu'ils étaient lourdement médicamentés. Le seul problème, continua Mathieu, c'est qu'il y a généralement une liste d'attente. Mais si quelqu'un voulait emménager rapidement, il faudrait payer l'intégralité des frais d'entrée à l'avance. C'est une somme importante, environ 400 000 €, mais ça couvre tout. Le logement, les repas, les soins médicaux à vie. 400 000 €. Cela ferait une belle entaille dans mes liquidités, n'est-ce pas? Et une fois que je serais bien installé aux Terrasses Dorées, qui aurait la procuration sur les 22 millions restants? Qui prendrait les décisions concernant mes soins et mon argent? Ça a l'air charmant, dis-je. Mais tu sais, je suis très heureuse ici. Cette maison renferme tellement de souvenirs de ton père. Maman, papa est parti depuis 15 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps de commencer un nouveau chapitre? La douce sollicitude dans sa voix me serra le cœur. Si je n'avais pas vu ce que j'avais vu la nuit dernière, j'aurais être réellement envisagé sa suggestion. Mon fils, inquiet pour sa mère vieillissante, voulant s'assurer qu'elle était en sécurité et bien soignée. Ça aurait été touchant. Au lieu de cela, c'était terrifiant. J'y réfléchirai, dis-je finalement. C'est une grande décision. Oh! Le soulagement de Mathieu était visible. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Peut-être qu'on pourrait y aller la semaine prochaine, juste pour jeter un œil. Peut-être. Je me suis levée et j'ai commencé à débarrasser la table. Tu sais, je devrais appeler Hélène aujourd'hui. M'assurer qu'elle va mieux. En fait, maman, Chloé m'a demandé de te dire qu'Hélène a probablement besoin de se reposer quelques jours. Le médecin a dit que les visites pourraient être trop stimulantes pendant sa convalescence. Comme c'est pratique. Me tenir éloignée de la victime jusqu'à ce que les preuves aient disparu de son organisme et qu'elle ne se souvienne plus clairement des détails. Après le départ de Mathieu, je me suis assise dans mon bureau et j'ai réfléchi au timing. Ils avaient attendu que je vende l'entreprise pour passer à l'action. Malin, si j'étais morte il y a 6 mois, mes 23 millions seraient allés à Mathieu dans mon testament de toute façon. Mais en tant que don d'une personne vivante, cela aurait eu des implications fiscales différentes. Me tuer maintenant, surtout s'il pouvait d'abord fabriquer des signes de déclin des capacités mentales, leur donnerait des motifs pour contester toute modification récente de mes dispositions testamentaires. Le téléphone a sonné. C'était mon avocat, Maître Dubois, qui me rappelait. « Eliane, ravi de vous entendre. Comment s'est passée la fête de départ à la retraite ?» Mouvementé, dis-je. « Maître Dubois, j'ai besoin de vous voir bientôt. Est-ce que tout va bien ?» J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le jardin que mon mari avait planté il y a 20 ans. Les roses s'épanouissaient magnifiquement, bien qu'elle n'ait personne pour s'en occuper, sinon une vieille femme à qui l'on ne pouvait apparemment pas faire confiance pour gérer sa propre vie. Je n'en suis pas sûre, dis-je, mais je crois que je suis sur le point de le découvrir. Maître Dubois était mon avocat depuis 20 ans, ce qui signifiait qu'il m'avait accompagné à travers la mort de mon mari, la création de mon entreprise et chaque décision majeure depuis. Homme mince et précis qui contrôlait soigneusement ses émotions, Maître Dubois était exactement le genre d'avocat que vous vouliez quand vous soupçonniez votre famille d'essayer de vous tuer. Son bureau, tout en bois sombre et fauteuil en cuir conçu pour inspirer confiance, donnait sur la défense depuis le 15e étage. Je m'étais toujours sentie en sécurité ici, entourée de livres de droit et de l'odeur subtile d'une eau de Cologne coûteuse. « Racontez-moi tout », dit Maître Dubois après que sa secrétaire nous ait apporté du café et fermé la porte. Je lui ai raconté chaque détail, de la fête à l'effondrement d'Hélène, en passant par la visite de Mathieu ce matin. Maître Dubois a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur son bloc-notes. « Vous êtes certaine de ce que vous avez vu ?» demanda-t-il quand j'eus fini. « Aussi certaine que je suis assise dans ce fauteuil. » Maître Dubois se pencha en arrière, tapotant son stylo contre ses lèvres. « Le problème est de prouver l'intention.
Chloé pourrait prétendre qu'elle ajoutait quelque chose d'inoffensif au champagne, un complément, un arôme, quelque chose de personnel. Sans analyser le champagne restant, nous n'avons aucune preuve de tentative de meurtre. Alors, analysons-le. Si nous trouvons du poison, nous aurons la preuve qu'elle a tenté de tuer quelqu'un. Mais nous ne pourrons toujours pas prouver qu'elle avait l'intention de vous tuer spécifiquement, vous. Elle pourrait prétendre qu'elle visait sa propre mère pour l'argent de l'assurance, ou que c'était destiné à quelqu'un d'autre entièrement. Je n'avais pas envisagé cet angle. Donc, même avec la preuve de l'empoisonnement, il pourrait échapper à une accusation de meurtre. Tentative de meurtre, oui. Mais Eliane, il y a autre chose dont nous devons discuter. L'expression de Maître Dubois devint sérieuse. S'ils sont prêts à vous tuer pour votre argent, ils pourraient d'abord essayer d'autres approches. Des contestations légales de votre compétence, par exemple. Sur quelle base? Votre âge. Le fait de vivre seul, le stress de la vente de votre entreprise. S'ils peuvent établir un schéma de déclin du jugement ou des capacités mentales, ils pourraient demander une mise sous tutelle. Une fois qu'ils contrôlent votre personne, ils contrôlent vos actifs. La suggestion de la maison de retraite prenait soudainement plus de sens. M'isoler, m'entourer de professionnels de la santé qui pourraient être disposés à documenter des signes de confusion ou de démence, surtout si ces professionnels étaient bien payés pour leurs observations. Que dois-je faire? Maître Dubois ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier. D'abord, nous documentons votre état mental actuel. Je vais organiser une évaluation par un gériatre psychiatre, quelqu'un spécialisé dans les évaluations de compétences pour les clients âgés. Mettons cela au dossier immédiatement. Et ensuite, nous allons faire preuve de créativité avec votre planification successorale. Le sourire de Maître Dubois était acéré. Si Mathieu et Chloé veulent jouer avec votre argent, assurons-nous qu'ils jouent selon vos règles. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner les options, des structures de fiducie qui rendraient difficile pour quiconque de contester mes décisions, des directives médicales anticipées qui spécifieraient exactement qui pourrait et ne pourrait pas prendre de décision de santé en mon nom, des arrangements financiers qui déclencheraient des audits automatiques si quelqu'un tentait d'accéder à mes comptes sans autorisation appropriée. Il y a une dernière chose, dit Maître Dubois alors que je me préparais à partir. Étant donné ce que vous m'avez dit sur la nuit dernière, je pense que vous devriez considérer votre sécurité personnelle. S'ils ont essayé une fois, ils essaieront à nouveau, probablement plus prudemment la prochaine fois. Je pensais à la suggestion de Mathieu de rester avec eux la nuit dernière. Comme cela aurait été pratique. Une veuve éplorée, bouleversée par la maladie soudaine d'une amie, prenant peu, être un sédatif pour l'aider à dormir. Si facile pour une femme âgée de prendre accidentellement trop de pilules. Que recommandez-vous? Des caméras de sécurité pour commencer, des détecteurs de mouvement, un système de boutons d'urgence. Je peux recommander une entreprise spécialisée dans la protection des personnes fortunées. Des personnes fortunées. C'est ce que j'étais devenue, apparemment. Assez riche pour qu'on veuille me tuer. En rentrant chez moi, je me suis surprise à étudier chaque voiture dans mon rétroviseur, me demandant si j'étais suivie. De la paranoïa, probablement. Mais, comme mon mari avait l'habitude de dire, on n'est pas paranoïaque s'ils sont vraiment à vos trousses. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais dans mon garage. Chloé. Sa voix enjouée d'une gaieté artificielle. Eliane, je voulais te dire que maman est rentrée de l'hôpital. Elle se sent beaucoup mieux, bien qu'elle ne se souvienne pas de grand-chose de la nuit dernière. Le médecin a dit que c'était normal dans ce genre d'incident. Parfaitement pratique. Je suis si contente qu'elle aille bien. J'adorerais lui rendre visite demain. Oh, elle n'est vraiment pas prête à recevoir de visite pour l'instant. Peut être dans quelques jours, je te tiendrai au courant. Bien sûr, ma chère. Dis-lui simplement que je pense à elle. Bye. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture un long moment, regardant la maison que j'appelais mon foyer depuis 30 ans. Mon mari et moi l'avions achetée quand Mathieu avait 10 ans, plein de rêves de dîners de famille et de fêtes de fin d'année. Le prêt avait été un effort à l'époque, mais nous étions jeunes et optimistes, certains que tout irait bien. Maintenant, elle ressemblait à une forteresse assiégée. Mais j'avais été dans les affaires assez longtemps pour savoir que parfois, la meilleure défense est une bonne attaque. Il était temps de montrer à ma famille de quoi une femme de 70 ans était vraiment capable. L'entreprise de sécurité est arrivée à 8 heures le lendemain matin.
3 techniciens dans des camionnettes banalisées ont passé la journée à installer des caméras, des détecteurs de mouvement et un système de boutons d'urgence qui pouvaient alerter la police en moins de 3 minutes. J'ai dit aux voisins que j'avais des problèmes de vol de colis. Une histoire assez crédible dans n'importe quel quartier de banlieue. L'après-midi, ma maison était mieux protégée que la plupart des bijouteries. Mais la vraie sécurité est venue de l'enveloppe que le coursier de Maître Dubois a livrée à 14 heures. Mon testament mis à jour, les documents de fiducie et les directives médicales, tous dûment attestés et notariés. Si Mathieu et Chloé voulaient mon argent, ils devraient attendre, et ils obtiendraient beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. Le Nouveau Testament réduisait l'héritage de Mathieu de tout à un modeste fonds en fiducie qui lui verserait 50 000 € par an à vie. Assez pour vivre confortablement, mais pas assez pour financer leur style de vie actuel. La majeure partie de ma succession irait à la recherche contre le cancer, avec des montants plus modestes à plusieurs œuvres de charité que j'avais soutenues au fil des ans. Quant à Chloé, elle n'obtenait rien. Pas un centime. Je n'avais jamais aimé cette femme, mais je l'avais tolérée pour le bien de Mathieu. La tentative de meurtre, cependant, était la limite à ne pas franchir. Je lisais les documents une dernière fois quand on a sonné à ma porte. À travers le moniteur de sécurité, je pouvais voir Mathieu et Chloé sur mon perron, tous deux l'air assez sombre. « Maman, nous devons parler », dit Mathieu quand j'ouvris la porte. « Bien sûr, mon chéri. » Entrez. Ils se sont installés dans mon salon. Chloé était perchée sur le bord du canapé comme si elle pouvait avoir besoin de s'enfuir à tout moment. Mathieu regarda autour de la pièce, son regard s'attardant sur la nouvelle caméra de sécurité dans le coin. « Nouvelle caméra ?» demanda-t-il. « Vol de colis », dis-je doucement. On n'est jamais trop prudent de nos jours. Chloé se racla la gorge. « Eliane, nous avons réfléchi à ce qui s'est passé l'autre soir avec l'accident de maman. » « Oui. Eh bien, c'est juste que nous nous sentons terribles d'avoir organisé la fête ici. Si quelque chose que nous avons apporté l'a rendue malade... » Elle s'interrompit, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. J'ai observé cette performance avec une appréciation professionnelle. Chloé s'était clairement entraînée. Je suis sûre que ce n'était rien de ce que vous avez apporté, ma chère. Mais si c'était le cas? Mathieu se pencha en avant. Et s'il y avait un problème avec le champagne ou la nourriture? Ou? Maman, je ne me le pardonnerai jamais si nous t'avions accidentellement mise en danger. Ça y était. La mise en place de leur prochain plan. Le fait est, dit Chloé, que nous pensons qu'il serait être mieux que nous nous occupions de toi pendant un certain temps. Juste jusqu'à ce que nous soyons sûrs que tu es en sécurité. S'occuper de moi? Comment? Eh bien, tu pourrais rester avec nous, dit Mathieu, juste temporairement. Jusqu'à ce que nous comprenions ce qui s'est passé l'autre soir. Je laissais le silence s'étirer. En regardant leur visage, Mathieu avait l'air sincèrement inquiet. Il avait toujours été doué pour se convaincre que ses motivations étaient pures. Chloé ressemblait à une femme dont le paiement hypothécaire était en retard. C'est très attentionné, dis-je finalement. Mais je suis parfaitement en sécurité ici. L'es-tu vraiment? La voix de Chloé prit une certaine âpreté. Tu as 70 ans, Eliane, tu vis seule. Et si quelque chose arrivait et que personne ne te trouvait pendant des jours? Le même argument que Mathieu avait utilisé la veille. Il suivait un script. Et si tu faisais une chute, ajouta Mathieu, ou une crise cardiaque? Maman, à ton âge, tout peut arriver. À mon âge. Comme si 70 ans signifiait que j'étais déjà morte et que je ne m'en étais tout simplement pas rendu compte. Vous savez, dis-je pensivement, vous avez absolument raison. Tout peut arriver à mon âge. C'est exactement pourquoi j'ai passé la journée à mettre à jour mon testament. La température dans la pièce a chuté d'environ 10 degrés. Ton testament? La voix de Chloé était soigneusement neutre. Oh oui! C'est incroyable comme le fait de frôler la mort, même celle de quelqu'un d'autre, vous fait réfléchir à ces choses. J'ai réalisé que mon ancien testament était terriblement dépassé. Le visage de Mathieu était devenu pâle. Quel genre de mise à jour? Je lui souris. Le même sourire que j'utilisais quand il avait 8 ans et que je l'avais surpris en train de mentir sur le fait d'avoir cassé mon vase préféré. Oh, juste quelques ajustements mineurs pour refléter mes priorités actuelles. Vous savez comment ça se passe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais presque entendre leurs esprits s'emballer,
essayant de comprendre à quel point leur plan venait d'être perturbé. « Eh bien ?» dit finalement Chloé, la voix tendue, « je suis sûre que ce que tu as décidé est pour le mieux. » « Je le pense aussi, ma chère. » Ils sont partis peu de temps après, promettant de prendre de mes nouvelles bientôt. Je les ai observés depuis mon moniteur de sécurité alors qu'ils restaient assis dans leur voiture dans mon allée pendant 10 minutes, ayant ce qui ressemblait à une conversation très intense. Puis, Chloé a passé un appel. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais la voir gesticuler avec colère. Mathieu essayait sans cesse de lui prendre le téléphone, et elle repoussait sa main. Quand ils sont finalement partis, je me suis versé un verre de vin et me suis installé dans mon fauteuil préféré. Demain, je mettrai en œuvre la deuxième phase de mon plan. Mais ce soir, j'allais profiter de la première soirée paisible que j'avais eue depuis des jours. Après tout, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à regarder ses ennemis réaliser qu'ils vous ont sous-estimé. Le jeu ne faisait que commencer, et j'y jouais depuis bien plus longtemps qu'eux. Le lendemain matin amena une visite que je n'attendais pas. Hélène Peterson se tenait sur mon seuil, l'air pâle mais déterminé, serrant un petit sac à main comme une bouée de sauvetage. « Eliane, je dois te parler, » dit-elle sans préambule. « C'est à propos de l'autre soir. » Je l'ai invitée à entrer et j'ai préparé du thé, étudiant son visage à la recherche de signes de l'empoisonnement. Elle avait l'air fatiguée mais alerte, certainement plus cohérente que sa fille aurait voulu me le faire croire. Chloé m'a dit que j'avais eu une sorte de réaction à un médicament, dit Hélène en s'installant dans un fauteuil de mon salon. Mais Eliane, je ne prends aucun médicament à part des vitamines. Pas depuis des années. Interessant. De quoi te souviens-tu de la fête? De tout. Jusqu'à ce que je commence à me sentir étourdie. Je me souviens que le champagne avait un goût étrange, amer, presque métallique. Et je me souviens avoir vu Chloé près de la table des boissons plus tôt, en train de faire quelque chose avec une petite bouteille. Mon pouls s'accéléra. Quel genre de bouteille? Comme un flacon compte-gouttes, le genre que l'on utiliserait pour des huiles essentielles ou autre chose. Les mains d'Hélène tremblaient légèrement alors qu'elle posait sa tasse de thé. Eliane, je pense que ma fille a essayé de t'empoisonner. Pourquoi penses-tu tout ça? Le rire d'Hélène était amer. Parce qu'elle parle de ton argent depuis des mois. À quel point c'est injuste que tu aies tant et qu'ils aient du mal. À quel point leur vie serait plus facile si quelque chose t'arrivait. Les pièces du puzzle se mettaient en place. A-t-elle dit quelque chose de spécifique? Le mois dernier, elle m'a demandé si je pensais que tu avais mis ton testament à jour récemment. Elle semblait très préoccupée par l'héritage de Mathieu. Hélène croisa mon regard. Eliane, je pense qu'il planifie ça depuis un moment. Je pris une décision. Hélène méritait de savoir ce que sa fille avait essayé de faire, et j'avais besoin d'une alliée qui avait été témoin de leur comportement. Hélène, j'ai vu Chloé mettre quelque chose dans ma coupe de champagne. J'ai délibérément échangé nos verres. La couleur quitta son visage. Elle a essayé de te tuer, et j'ai failli mourir à ta place. Oui. Nous sommes restés assises en silence un moment, digérant l'ampleur de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda finalement Hélène. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Disent. Juste pas de la manière dont ils s'attendent à l'obtenir. Oh! Hélène haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta fille et mon fils sont sur le point d'apprendre que certains jeux ont des enjeux plus élevés qu'ils ne le pensaient. Après le départ d'Hélène, j'ai passé un appel à un ancien contact professionnel. Patricia Leroy dirigeait une agence de détectives privés spécialisée dans l'espionnage industriel et les vérifications d'antécédents. Nous avions travaillé ensemble plusieurs fois au fil des ans lorsque j'avais besoin d'informations sur des partenaires commerciaux potentiels. Eliane Wilson. La voix de Patricia était chaleureuse au téléphone. J'ai entendu parler de votre vente. Félicitations. Merci, Patricia. J'ai besoin d'une faveur. Personnelle. Quel genre de faveur? J'ai besoin de tout savoir sur les finances de mon fils. Compte bancaire, carte de crédit, prêt, investissement, tout. Oh, il y eut une pause. Eliane, vous êtes sûre? Parfois, les informations familiales peuvent être inconfortables. Je ne suis sûre. Donnez-moi 48 heures. Pendant que Patricia faisait sa magie, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai appelé Mathieu et lui ai demandé de me retrouver pour déjeuner dans notre ancien restaurant, l'endroit où nous avions célébré son diplôme de l'école d'architecture, son mariage,
La naissance d'Emma. Il est arrivé l'air nerveux, vérifiant constamment son téléphone. Comment te sens-tu, maman? Tu avais l'air contrarié quand tu as appelé. J'ai réfléchi à ce que toi et Chloé avez dit, à propos de ma sécurité, de la planification de l'avenir. Son visage s'illumina. Et je pense que vous avez raison. Je pense qu'il est temps de faire des changements. Mathieu se pencha en avant avec empressement. Quel genre de changement? Eh bien, je me suis renseigné sur les terrasses dorées, l'endroit que vous avez mentionné. Je les ai appelées ce matin. C'est merveilleux, maman. Je pense que tu t'y plairas vraiment. Ils ont une place de libre, mais elle doit être prise rapidement. Quelqu'un d'autre est intéressé par le même logement. Rapidement comme est. La semaine prochaine. Je devrais payer les frais d'entrée d'ici vendredi pour la réserver. Hein? L'excitation de Mathieu était palpable. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Tu as l'argent de la vente. Bien sûr que je l'ai. C'est juste que... C'est un grand pas. Je pensais que être toi et Chloé pourriez m'aider avec les papiers. M'assurer que je prends la bonne décision. Absolument. Nous serions ravis de t'aider. Je souris à mon fils, mémorisant son visage. Dans quelques jours, cette expression avide se changerait en quelque chose de très différent. Il y a juste une chose, ajoutai-je nonchalamment. L'établissement exige que tous les résidents aient une procuration au dossier. Quelqu'un pour prendre des décisions s'ils deviennent incapables de le faire. J'espérais que tu accepterais de prendre cette responsabilité. Bien sûr, maman. Tout ce dont tu as besoin. Parfait. Mathieu pensait qu'il me manœuvrait pour lui donner le contrôle de mon argent. Au lieu de cela, il marchait droit dans mon piège. Patricia a appelé jeudi matin avec son rapport. J'ai écouté avec une stupéfaction croissante alors qu'elle détaillait la situation financière de Mathieu et Chloé. C'était pire que je ne l'avais imaginé. Ils sont endettés jusqu'au cou, dit Patricia. La maison a été refinancée 3 fois. Ils ont 2 hypothèques plus une ligne de crédit sur valeur domiciliaire qui est au maximum. Une dette de carte de crédit dépassant 80 000 €. Comment ont-ils fait les paiements? À Pine. L'entreprise de Mathieu fonctionne à perte depuis 2 ans. Ils ont utilisé des cartes de crédit pour payer d'autres cartes de crédit. Les signes classiques du désespoir financier. Autre chose? Chloé a souscrit une police d'assurance vie sur vous il y a 6 mois, 500 000 €, avec elle comme bénéficiaire. Mon sang se glaça. Comment est-ce légal? Elle a invoqué un intérêt assurable en tant que votre belle-fille et aide-soignante. La compagnie d'assurance a probablement supposé que Mathieu était le véritable bénéficiaire et que Chloé s'occupait simplement de la paperasse. Une police d'assurance vie. Il planifiait ma mort depuis des mois, pas des jours. Il y a une dernière chose, Eliane. Mathieu a effectué des paiements réguliers à un certain docteur Richard Steinberg, un gériatre psychiatre. Pourquoi faire? Je ne suis pas encore sûre, mais les paiements ont commencé il y a 3 mois. De petits montants, comme des honoraires de consultation. Dr Richard Steinberg. J'ai pris note de demander à Maître Dubois à son sujet. Cet après-midi-là, Mathieu et Chloé sont arrivés chez moi avec une mallette pleine de documents pour les terrasses dorées. Ils ont étalé les documents sur ma table de salle à manger comme des généraux planifiant une bataille. Voici le contrat d'admission, expliqua Chloé en montrant une épaisse liasse de papier. Et voici le formulaire de divulgation financière. Il liste tous vos actifs pour qu'il puisse calculer vos frais mensuels. C'est très complet, observai-je en parcourant les documents. Il voulait l'accès à tous mes comptes, tous mes investissements, tout. La procuration est ici, ajouta Mathieu en faisant glisser un autre document vers moi. C'est assez standard. Ça me donne juste l'autorité de gérer tes affaires financières si tu ne peux pas. J'ai lu attentivement le document de procuration. Il était bien plus complet que ce que Mathieu avait indiqué. Avec cette signature, il aurait un accès immédiat à mes comptes bancaires, mes portefeuilles d'investissement et l'autorité de prendre toutes les décisions financières en mon nom. Cela semble assez large. Dis-je. Ai-je vraiment besoin de te donner autant d'autorité? Maman, c'est juste une précaution, dit Mathieu. L'établissement l'exige, et honnêtement, à ton âge, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus jeune pour gérer les affaires financières compliquées. À mon âge. Voilà encore cette phrase. Et si je change d'avis à propos des terrasses dorées?
demandai-je. Est-ce que cela peut être révoqué? Mathieu et Chloé échangèrent un regard rapide. Eh bien, techniquement, oui, dit Chloé, mais l'établissement a des politiques strictes concernant les résidents qui essaient de partir. Il y a des évaluations médicales, des périodes d'attente. C'est compliqué. Bien sûr que ça l'était. Une fois que j'aurais signé ces papiers et déménagé aux Terrasses Dorées, ils contrôleraient mon argent et pourraient rendre mon départ très difficile, surtout si le docteur Richard Steinberg était prêt à évaluer ma compétence mentale. J'ai besoin d'y réfléchir cette nuit, dis-je en rassemblant les papiers. C'est une grande décision. Le visage de Mathieu se décomposa. Maman, souviens-toi que nous devons tout soumettre d'ici demain si tu veux le logement. Je comprends. Je vous donnerai une réponse demain matin. Après leur départ, j'ai appelé Maître Dubois. Maître Dubois, que pouvez-vous me dire sur le docteur Richard Steinberg? Steinberg? C'est un gériatre psychiatre, spécialisé dans les évaluations de compétences pour les patients âgés. Pourquoi? Mon fils lui a payé des consultations. Il y eut une longue pause. Eliane. Vous voulez dire qu'il est prêt à déclarer des gens incompétents pour de l'argent? Je ne pourrais pas le dire officiellement, mais j'ai vu plusieurs cas où des familles utilisent les évaluations de Steinberg pour prendre le contrôle des actifs d'une personne âgée. Oh! L'image devenait parfaitement claire. Mathieu et Chloé ne voulaient pas seulement mon argent. Ils avaient élaboré un plan complet pour le prendre. Me faire entrer aux Terrasses Dorées sous prétexte de sécurité et de soins. Utiliser la procuration pour accéder à mes comptes. Si je résistais ou essayais de partir, faire en sorte que le docteur Steinberg me déclare mentalement incompétente. C'était en fait assez intelligent. Si je n'avais pas vu Chloé empoisonner le champagne, j'aurais pu tomber droit dans leur piège. Maître Dubois, j'ai besoin que vous me prépariez quelque chose, dis-je. Et j'en ai besoin pour demain matin. Quel genre de quelque chose? Le genre qui va donner à ma famille une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau, repassant le plan une dernière fois. Tout devait être parfait. Demain, Mathieu et Chloé obtiendraient exactement ce qu'ils méritaient. Mais d'abord, j'avais un dernier appel à passer. Le vendredi matin arriva, gris et brumeux, le genre de temps qui rendait tout menaçant. Parfait pour ce que j'avais prévu. Mathieu et Chloé sont arrivés à 9 heures précises, tous deux habillés comme s'ils assistaient à une réunion d'affaires, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « As-tu décidé, maman ?» demanda Mathieu en s'installant dans mon salon avec une excitation à peine contenue. « J'ai décidé. J'ai sorti les documents des Terrasses Dorées, maintenant signés et notariés. Je pense que vous avez raison. Il est temps pour moi de commencer ce nouveau chapitre. » Le soulagement de Chloé était visible. « Oh, Eliane, je suis si contente. Tu vas adorer là-bas. J'en suis sûre. Et Mathieu, j'ai également signé les papiers de procuration. » Oh! Les mains de Mathieu tremblèrent réellement en prenant les documents. « C'est la bonne décision, maman. Tu ne le regretteras pas. » Je lui souris. « J'en suis sûre. » Nous avons passé l'heure suivante à examiner les documents financiers. Chloé avait un ordinateur portable ouvert, tapant furieusement alors que je fournissais les numéros de compte et les codes d'accès. Toutes les quelques minutes, elle échangeait un regard significatif avec Mathieu, comme des enfants qui n'arrivaient pas à croire que Noël était arrivé en avance. « Il y a juste une dernière chose, dis-je quand nous eûmes terminé. Je dois signer des documents supplémentaires avec mon avocat avant que le transfert ne soit officiel. Quelque chose à propos des implications fiscales pour les grandes transactions financières. » « Bien sûr, dit Mathieu. Veux-tu qu'on te conduise à son bureau? En fait, il vient ici. Maître Dubois devrait arriver d'un moment à l'autre. » Comme par enchantement, la sonnette retentit. Mais ce n'était pas Maître Dubois qui se tenait sur mon perron. C'était l'inspectrice Levasseur de la police judiciaire, accompagnée d'un collègue que je ne reconnaissais pas. « Madame Wilson, je suis l'inspectrice Levasseur. Nous devons vous parler d'un incident qui s'est produit à votre domicile plus tôt cette semaine. »
Archie. Mathieu se leva rapidement. Quel genre d'incident? Un empoisonnement présumé, dit l'inspectrice Levasseur, son regard se déplaçant entre Mathieu et Chloé. Nous avons cru comprendre qu'il y a eu une urgence médicale ici pendant une fête. Le visage de Chloé était devenu très pâle. C'était ma mère. Elle a eu une réaction à ces médicaments. Le médecin a dit que ce n'était pas grave. Oh. En fait, madame, l'inspectrice sortit un carnet, ce n'est pas ce que l'hôpital a rapporté. Les résultats toxicologiques montrent que votre mère a ingéré une quantité concentrée d'extrait de laurier rose. Ce n'est pas un médicament. C'est un poison mortel. Le silence dans mon salon était assourdissant. Nous avons également fait analyser le champagne restant de cette soirée, continua l'inspectrice. La bouteille qui a été ouverte pour la fête contenait le même extrait de laurier rose. Quelqu'un a délibérément empoisonné ce champagne. Mathieu regardait Chloé avec une expression d'horreur naissante. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. La voix de Chloé était stridente de panique. C'est de la folie. Pourquoi empoisonnerais-je ma propre mère? C'est ce que nous essayons de comprendre, dit l'inspectrice Levasseur. Surtout que la coupe de champagne avec la plus forte concentration de poison était initialement destinée à Madame Wilson, ici présente. Chloé avait l'air de pouvoir s'évanouir. Mathieu se laissa retomber sur sa chaise, le visage cendré. Il y a autre chose, dis-je doucement. Inspectrice, montrez-leur la police d'assurance. L'inspectrice Levasseur hocha la tête et sortit un autre document. Madame, nous avons découvert que vous aviez souscrit une police d'assurance vie de 500 000 € sur Madame Wilson il y a 6 mois. Cela vous donne un mobile financier clair pour le meurtre. C'est insensé, murmura Chloé. Eliane, dis-leur que c'est insensé. Je regardais ma belle-fille, cette femme qui avait fait semblant de se soucier de moi tout en planifiant ma mort. Je t'ai vu mettre le poison dans ma coupe de champagne, Chloé. J'ai délibérément échangé nos verres. La tête de Mathieu se redressa brusquement. Tu savais? Tu savais qu'elle essayait de t'empoisonner? Je le sais depuis des jours. Je connais aussi votre situation financière, le docteur Steinberg, votre plan pour me faire déclarer incompétente. Je sais tout. Les papiers de procuration glissèrent des doigts engourdis de Mathieu. Maman, je n'étais pas au courant pour le poison. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas qu'elle allait essayer de te tuer. Oh! Mais tu étais au courant du reste, n'est-ce pas? La maison de retraite, la procuration, le plan pour prendre mon argent. Le silence de Mathieu était une réponse suffisante. L'inspectrice Levasseur s'avança. Chloé Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Alors qu'il lui passait les menottes, elle se tourna vers moi, les yeux pleins de rage. Vous vous croyez si maligne, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. En fait, dis-je, je sais exactement ce que j'ai fait. Après le départ de la police avec Chloé, Mathieu est resté assis dans mon salon comme un homme en état de choc. Il fixait les papiers de procuration éparpillés sur le sol, passant de temps en temps ses mains dans ses cheveux. Elle a dit qu'il s'agissait juste de te mettre en sécurité quelque part, dit-il finalement. Elle a dit que tu devenais oublieuse, que tu prenais de mauvaises décisions. Elle m'a convaincu que tu avais besoin de protection. Et l'argent, c'était aussi pour la protection. Le visage de Mathieu se décomposa. Nous sommes tellement endettés, maman, l'entreprise est en faillite. Nous sommes en retard sur tout. Chloé a dit que si quelque chose t'arrivait, naturellement, nous hériterions assez pour repartir de zéro. Mais elle n'a jamais parlé d'eux. Il fit un geste impuissant. De meurtre? Je pensais que nous planifions juste l'inévitable, que nous mettions les choses en place pour quand tu sais, quand je mourrais de causes naturelles. Comme c'est pratique que ces causes naturelles aient eu besoin d'un petit coup de pouce pour arriver. Mathieu leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, maman. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant la vérité sous le remords. Une partie de moi voulait le croire, voulait penser que Chloé l'avait manipulé. Mais j'avais été dans les affaires trop longtemps pour ignorer les signaux d'alarme. Mathieu, montre-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone. Montre-moi tes SMS avec Chloé de la semaine dernière.
Mathieu hésita, puis me tendit son téléphone à contre-cœur. J'ai fait défiler ses messages, mon cœur se serrant à chaque échange que je lisais. Chloé. Tu as parlé à maman des terrasses dorées? Mathieu. Oui, elle y réfléchit. Chloé. Bien. Plus vite on la déménage, mieux ce sera. Elle pose trop de questions sur nos finances. Mathieu. Et si elle change d'avis? Chloé. Elle ne le fera pas. Pas après demain soir. Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a demain soir? Chloé. Fais-moi confiance. D'ici dimanche, elle nous suppliera de prendre soin d'elle. Je rendis le téléphone à Mathieu. Tu savais, n'est-ce pas? Peut-être pas la méthode spécifique, mais tu savais que Chloé préparait quelque chose pour le soir de la fête. Les épaules de Mathieu s'affaissèrent. Je pensais qu'elle voulait te faire peur. Mettre en scène un cambriolage, peut-être, ou une sorte d'accident qui te ferait réaliser que tu n'étais pas en sécurité en vivant seule. Tu pensais qu'elle allait mettre en scène ma tentative de meurtre. Rancio. Pas de meurtre, juste quelque chose qui te convaincrait de déménager aux terrasses dorées volontairement. La manière désinvolte dont il l'a dit m'a glacé le sang. Mon propre fils avait été à l'aise avec l'idée de me traumatiser pour me soumettre. Mathieu, il y a autre chose que tu dois savoir, dis-je. J'ai demandé à un détective privé d'enquêter sur vos finances. Son visage devint blanc. Qu'as-tu découvert? Toute. La dette, l'entreprise en faillite, le fait que vous vivez au-dessus de vos moyens depuis des années. J'ai sorti le rapport de Patricia. Mais il y a une chose qui m'a particulièrement intéressée. Les paiements au Dr Steinberg. Maman, je peux expliquer. Vraiment? Parce que d'après ceci, tu l'as payé pour qu'il te consulte sur mon cas pendant 3 mois avant même de suggérer les terrasses dorées, avant d'exprimer la moindre inquiétude sur mon état mental. Sur quoi le consultais-tu exactement, Mathieu? Mathieu enfouit son visage dans ses mains. Chloé a dit que nous avions besoin d'un plan de secours au cas où tu refuserais de signer la procuration volontairement. Un plan de secours. Steinberg a accepté de t'évaluer et de trouver des signes de démence ou d'incompétence. Chloé a dit que c'était juste une précaution au cas où tu deviendrais difficile. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Vous aviez prévu de me faire déclarer mentalement incompétente depuis le début. Seulement si nécessaire. Seulement si tu refusais de nous laisser t'aider. M'aider à quoi, Mathieu? M'aider à vous donner mon argent? La vérité flottait dans l'air entre nous. Mon fils, le petit garçon que j'avais élevé, aimé et pour qui je m'étais sacrifié, avait prévu de détruire mon indépendance et de voler l'œuvre de ma vie. Il y a une dernière chose, dis-je doucement. Les papiers que tu as signés aujourd'hui. La procuration que je t'ai donnée. Mathieu leva les yeux, plein d'espoir. Oui, ils sont faux. Maître Dubois les a préparés spécialement pour cette réunion. Il te donne la procuration sur un compte bancaire qui contient exactement 1 euro. Mathieu me fixa, choqué. Quoi? Mon véritable argent est en sécurité dans des fiducies que tu ne peux pas toucher. Le testament qui t'inquiète tant, il te laisse un modeste revenu annuel et rien de plus. Et si tu es reconnu coupable de complicité dans le complot de meurtre de Chloé, même cela disparaîtra. Le visage de Mathieu se décomposa. Tu as détruit ma vie. Non, Mathieu. Tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste assuré que tu ne puisses pas détruire la mienne au passage. En regardant mon fils assis là, en ruine, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, pas de la justification, juste une tristesse profonde et lasse pour l'homme qu'il avait choisi de devenir. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon jardin à regarder les roses fleurir, pensant aux fins et au commencement. Chloé avait été condamnée à 15 ans pour tentative de meurtre. Mathieu a écopé de 3 ans pour complicité. Emma, ma petite fille, avait appelé la veille. À 16 ans, elle était assez grande pour comprendre ce que ses parents avaient fait. Assez grande pour être horrifiée par leur choix. Mamie Eliane, je suis tellement désolée, avait-elle dit, la voix brisée par les larmes. Je n'avais aucune idée qu'il préparait tout ça. Je sais, ma chérie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je peux venir te voir cet été? Je sais que papa et maman sont absents, mais j'aimerais te voir. J'adorerais ça, lui avais-je dit, et je le pensais. Emma était innocente dans tout cela, une victime de l'avidité de ses parents autant que moi. Hélène Peterson était devenue une amie inattendue.
Nous nous retrouvions pour un café 2 fois par semaine maintenant. 2 femmes liées par l'expérience bizarre d'avoir survécu à la trahison de leur propre famille. Elle envisageait d'écrire un livre sur la maltraitance des personnes âgées, en utilisant notre histoire comme une mise en garde. Tu sais, a dit Hélène lors de notre dernier café, je n'arrête pas de penser à quel point ils ont failli s'en sortir. Ils n'ont jamais eu aucune chance, ai-je répondu. Ça fait 40 ans que j'ai affaire à des gens qui veulent mon argent. La seule différence cette fois, c'est qu'ils partageaient mon ADN. Hélène a ri. Regrettes-tu parfois la façon dont ça s'est terminé, avec eux 2 en prison? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Est-ce que je le regrettais? Mathieu était mon fils, l'enfant que j'avais élevé et aimé. Mais c'était aussi un homme qui avait été prêt à détruire ma vie pour de l'argent. Je regrette que cela ait été nécessaire, dis-je finalement. Mais je ne regrette pas de m'être protégée. La sonnette interrompit ma rêverie de jardin. À travers le moniteur, je pouvais voir Maître Dubois sur mon porche, tenant une mallette et l'air exceptionnellement satisfait. Maître Dubois, qu'est-ce qui vous amène? De bonnes nouvelles, dit-il en s'installant dans mon salon. La compagnie d'assurance a décidé de ne pas contester la police de Chloé sur votre vie. Puisqu'elle a été reconnue coupable d'avoir tenté de vous assassiner, ils annulent la police et remboursent toutes les primes payées. C'est déjà ça, je suppose. Il y a plus. Les créanciers de Mathieu saisissent tous ses actifs pour payer ses dettes. Cela inclut la maison que vous les avez aidés à acheter. Ils demandent si vous voulez faire une offre. J'ai pensé à la maison de Mathieu et Chloé avec ses comptoirs en granit et ses plafonds cathédrales. Toutes ces belles choses qu'ils avaient si désespérément voulu. Non, dis-je. Laissez quelqu'un d'autre la voir. Quelqu'un qui peut se la permettre honnêtement. Maître Dubois hocha la tête et sortit un autre document. Dernier point, la restructuration de votre fiducie est terminée. Votre argent est maintenant protégé à perpétuité. Personne ne peut y accéder sans votre consentement écrit explicite. Et si quelqu'un tente de vous faire déclarer incompétente, la fiducie est automatiquement transférée à une œuvre de charité. Merci, Maître Dubois. Pour tout. Après le départ de Maître Dubois, je me suis versé un verre de vin et me suis assise sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. À 70 ans, j'avais appris que l'argent fait ressortir le meilleur et le pire chez les gens. Malheureusement, il avait fait ressortir le pire dans ma propre famille. Mais j'avais aussi appris autre chose. J'étais plus forte que je ne le pensais, assez intelligente pour voir à travers leurs plans, assez dure pour les arrêter, et assez résiliente pour construire une nouvelle vie sans eux. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emma. Mamie, j'ai été acceptée en prépa droit à la Sorbonne, comme tu l'as suggéré, j'ai hâte de tout te raconter quand je viendrai. J'ai souri en tapant ma réponse. Félicitations, ma chérie. Je suis si fière de toi. C'était être ça, la vraie victoire. Pas d'avoir déjoué le plan de Mathieu et Chloé, mais de s'assurer que la prochaine génération aurait la chance de faire de meilleurs choix. Emma grandirait en sachant que l'argent était un outil, pas un but. Que la famille signifiait soutien et amour, pas exploitation et avidité. Les roses de mon jardin s'épanouissaient magnifiquement, entretenues désormais par un merveilleux service de paysagisme que je pouvais facilement me permettre. La maison était paisible, protégée par des systèmes de sécurité et des documents légaux qui assuraient mon indépendance. J'avais commencé cette histoire en parlant d'un empoisonnement raté à ma fête de départ à la retraite. Mais en réalité, il s'agissait de quelque chose de bien plus important, la différence entre être vieille et être impuissante. J'avais être 70 ans, mais j'étais loin d'être impuissante. Et quiconque essaierait de tester cette théorie apprendrait, comme Mathieu et Chloé l'avaient fait, que sous-estimer une vieille femme avisée est une erreur très coûteuse. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre et de s'assurer que les gens qui vous ont fait du tort ne puissent pas profiter des fruits de leur machination. J'avais fait les deux, et je dormirais très bien en le sachant. Après tout, à mon âge, une bonne nuit de sommeil vaut plus que tout l'or du monde. Le fait d'avoir les deux n'était qu'un bonus.